Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 16 septembre 2024, la date est connue de tous les acteurs de l'éducation. C'est la rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. À la faveur donc de cet événement très important, la direction de la télévision togolaise a initié une série d'émissions pour informer, sensibiliser les acteurs de l'éducation, surtout les élèves, pour que à la fin de l'année, eh bien, les résultats soient excellents. Et nous tenons à remercier donc le directeur de la télévision togolaise qui a initié cette émission. Et nous, au niveau de la division de la production, nous sommes chargés de les mettre en œuvre. La rentrée scolaire 2024-2025, c'est le 16 septembre 2024. Ne manquez pas notre série d'émissions spéciales dès le 5 septembre 2024 proposée par la division de la production et des échanges de la télévision togolaise. Plongez dans l'univers passionnant des formations techniques et découvrez les filières qui ouvrent des portes vers des carrières prometteuses avec métiers du monde. Explorez le rôle essentiel des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants dans Et demain nos enfants. La santé des élèves est primordiale. Avec Santé d'abord, prenez connaissance des enjeux cruciaux de la détection précoce des pathologies chez les enfants et leur bien-être pour une année scolaire réussie. Plongez au cœur des enjeux environnementaux qui touchent nos écoles et établissements scolaires dans Effet de serre. Découvrez les clés essentielles sur le rôle des parents dans la réussite scolaire avec Vivre ensemble. Avec Podium Jeunesse, les élèves en quête d'excellence auront des témoignages inspirants et des conseils pratiques pour réussir l'année scolaire. Dans Ciné-Ado, découvrez le rôle incontournable de l'enseignant dans la réussite scolaire. Débat Éducation vous amènera dans un débat passionnant sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves. À votre avis, vous donnera les critères d'une bonne réussite scolaire. Avec Femmes et Développement, découvrez les familles dans la préparation matérielle, psychologique et financière de la rentrée scolaire 2024-2025. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Vous l'avez suivi dans la bande-annonce, le sujet pour le compte de cette émission spéciale Débat Éducation va porter sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Puisque quand on parle de culture de l'excellence, on peut l'appliquer aux enseignants, on peut l'appliquer aussi aux parents, on peut l'appliquer même aux décideurs. L'invité que nous allons recevoir dans un instant vient de la région des Savanes. On a l'occasion de le présenter après ce jingle. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir Marcel. Merci, monsieur le ministre, qui, à chaque fois que nous avons besoin d'un de ses collaborateurs pour débattre d'un sujet, il met à nos dispositions le profil dont nous avons besoin. La rentrée scolaire, la date est connue de tous les Togolais, c'est le 16 septembre. On a besoin, en tout cas au niveau de la télévision togolaise, de sensibiliser suffisamment les élèves pour que, eh bien, ils puissent s'appliquer sérieusement pour s'inscrire dans la culture de l'excellence. Et donc, c'est de ce sujet que nous allons parler. Quand on parle de culture de l'excellence, à quoi véritablement on peut faire allusion? Ok, merci Marcel. Je voudrais d'abord remercier la TVT pour tout ce qu'elle fait pour rendre visibles les actions du gouvernement en matière d'éducation. Je voudrais également remercier notre ministre de tutelle, le professeur Dodi Komla Koroko, pour tout ce qu'il fait à la tête du ministère. Et quand on parle de l'excellence, il faut d'abord dire que l'excellence, c'est dans tous les domaines. Et l'excellence est la chose la plus recherchée et la plus partagée. Donc tout le monde veut être excellent. À l'école, on veut être excellent. Le paysan, dans son champ, veut être excellent. L'élève veut être excellent. Donc tout le monde, dans toutes les activités de la société, tout le monde cherche à être excellent. Et donc, quand on parle de l'excellence,
on veut faire allusion au travail de qualité, au bon travail, à la performance, à la compétence. Et donc, quand nous sommes à l'école, c'est la compétence qui est recherchée. C'est le travail de haut niveau qui est recherché. Donc, on peut dire que l'excellence, c'est le comportement de l'élève qui cherche toujours à être meilleur et à y rester. Cette culture de l'excellence, le gouvernement a fait de cela son cheval de bataille et lance un appel très fort aux acteurs de l'éducation à chaque rentrée. Et à la faveur de la rentrée scolaire passée 2023-2024, quand l'actuel ministre a rendu compte en conseil des ministres, dans le communiqué, il a été rappelé aux enfants de s'appliquer et que tous les acteurs de l'éducation œuvrent à ce que la vision du chef de l'État en matière de qualité de l'éducation, en matière d'excellence, soit une réalité, un vécu quotidien dans la vie aussi bien des enfants que des autres acteurs. Nous allons suivre un extrait de ce communiqué du Conseil des ministres à la rentrée scolaire 2023-2024. Et à la suite de ça, monsieur le directeur va faire juste un petit commentaire. Alors, la rentrée scolaire qui vient de commencer s'inscrit dans ce qui a déjà commencé l'année précédente, dans une année avec beaucoup d'optimisme pour les parents, beaucoup d'optimisme pour les acteurs de l'éducation et beaucoup d'optimisme pour nos enfants. Nous avions connu une année passée qui s'est déroulée dans le calme. Nous avions des succès importants et des résultats qui ont fait le bonheur de tout le monde. L'idée pour cette année, c'est de maintenir le cap. Toujours un secteur éducatif paisible, avec des résultats à la clé et des enfants qui, de plus en plus, s'efforcent à obtenir les meilleurs résultats. Nous avons parlé de l'Université de Datia aujourd'hui, et faire en sorte que ces enfants tous aspirent à des études supérieures dans le domaine technologique, professionnel, etc. Et donc, l'année est placée sous de bons auspices. Le message du président de la République à l'égard du monde éducatif pour cette rentrée, c'est de maintenir le même cap, de faire en sorte que nous ayons une année excellente et que le gouvernement tiendra toujours ses engagements tels qu'il les a fait au moins pour l'année passée. Tout s'est bien déroulé. Nous poursuivrons dans le même chemin, dans le dialogue entre acteurs éducatifs et gouvernement et parents d'élèves, de sorte que nos enfants puissent être les gagnants à la fin de cette année. C'est le ministre Touma que nous avons suivi là. Le ministre Touma est revenu sur un concept très fort, l'optimisme en ce qui concerne le bon déroulement de l'année scolaire pour les enfants et les parents. Comment vous avez essayé de traduire cet optimisme au cours de l'année passée? Ok, merci beaucoup. Je voudrais saluer le gouvernement pour ce qu'il fait. Mais par rapport au communiqué du gouvernement, nous, dans la région des Savanes, nous avons pris le haut par le corps et nous avons essayé d'organiser les activités à partir de la préparation de la rentrée scolaire. Donc nous avons d'abord par rapport à la situation des élèves qui, à la rentrée, on constate que les enfants ont pratiquement tout oublié. Nous avons proposé des activités de mise à niveau. Nous avons rendu compte à monsieur le ministre et qui nous a donné l'autorisation de prendre 2 semaines entières pour pouvoir dérouler ces activités au niveau du CP2 jusqu'au CM2 et notamment en 6e. Parce que les enfants de plus en plus en 6e, quand ils vont, ils ont des difficultés pour lire et pour écrire. Et donc nous avons pris 2 semaines avec les collègues inspecteurs et conseillers pédagogiques, plus quelques enseignants et directeurs pour préparer les activités. Nous avons préparé des activités notamment en mathématiques, en langue et communication, en lecture, pour aider les enfants à pouvoir avoir des notions avant qu'on ne reprenne 2 semaines après. Donc voilà ce qui a été fait au niveau de la région des Savanes. Et ça a donné de bons résultats en fin d'année? Oui, disons que ça a donné de bons résultats parce que nous avons des résultats de qualité. Voilà, donc nous ne sommes pas toujours dans la dynamique de la quantité, nous voulons des résultats de qualité. On dit les enfants réussissent au CPD, arrivés au secondaire 1, et les enseignants se plaignent qu'ils n'arrivent pas à écrire. Donc, par rapport aux orientations de l'année, le ministre avait souhaité que nous puissions organiser des activités par rapport à l'articulation CM de 6e pour diminuer un peu le déphasage dont les enfants sont souvent victimes quand ils sont au collège. Et donc, au niveau des périmètres pédagogiques, les enseignants du primaire, notamment les titulaires du CM, et les professeurs autour de leurs directeurs, dans leur ère de recrutement, ont essayé de rencontrer les enseignants du primaire pour qu'ils puissent partager l'expérience du primaire avec eux. Et eux aussi, au niveau du secondaire, ils ont partagé ce qu'ils font comme activité pour permettre aux enfants, une fois en 6e, de ne pas être déphasés.
Donc, toutes ces activités ont été réalisées, et notamment durant la semaine de la rentrée pédagogique et ensuite les 2 semaines qui ont suivi la rentrée. Et donc, nous pensons que ça a aidé. C'est pourquoi, par rapport à ce succès, cette année, nous avons repris. J'ai mis en place des commissions au niveau du primaire, au niveau du secondaire, pour préparer les mêmes activités. Voici, on peut retoucher certaines activités avant que la rentrée nous prenne. Donc, au cours de la semaine de la rentrée pédagogique, le corps d'encadrement va s'approprier tout ce qui a été fait par la commission et ensuite, on va aller à la formation des enseignants et dans les périmètres pédagogiques pour que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions pour maximiser les résultats. Le ministre, dans le communiqué du Conseil des ministres, a parlé de l'optimisme aussi pour les parents. Est-ce qu'il y a des initiatives à leur endroit pour les amener à mieux accompagner leurs enfants dans la réussite scolaire? Dans la région des Savanes, nous avons l'association des parents d'élèves, oui, qui est dynamique. Le président, M. Yalbondia, qu'on appelle souvent affectueusement Y, il est vraiment dynamique et à toutes les activités que nous organisons, nous essayons de l'associer. Et bon, nous avons, à la veille de la rentrée l'année passée, organisé une mission radio avec lui, plus les fondateurs des écoles privées. Et donc, par rapport à ça, nous avons essayé de lancer un avis aux parents, parce qu'il y avait une liste d'écoles qui ne remplissaient pas les conditions pour ouvrir les portes. Et donc, à travers cette émission, au niveau de la radio, nous avons sensibilisé les parents pour qu'ils puissent savoir là où il faut amener les enfants. Ensuite, nous avons profité de cette émission pour leur rappeler leur rôle dans le suivi de l'encadrement des enfants et ensuite de la fréquentation. Parce qu'il y a des parents qui ne savent pas que les enfants vont à l'école. Il y a des parents qui ne connaissent même pas les enseignants de leurs enfants. Et donc, ils ne savent pas ce que les enfants font. Et donc, ça fait que, quelque part, les enseignants pourront faire ce qu'ils peuvent en classe. Mais si le côté parental n'accompagne pas pour encadrer l'enfant, pour maximiser les résultats, nous allons prêcher dans le désert. C'est pourquoi, au niveau de la région, nous sollicitons toujours l'accompagnement des parents. Nous instruisons les chefs d'inspection, les inspecteurs, pour que chaque chef d'établissement, à la rentrée, surtout par rapport au texte qui règle le fonctionnement des COGEP et COGERES, puisse rencontrer les parents. Parce qu'il est dit dans la préparation de la rentrée scolaire qu'il doit y avoir une réunion des parents d'élèves et le directeur va faire part de ce qu'il fait en termes de préparation. Et comme ça, les parents vont l'accompagner. Maintenant, au cours de l'année aussi, ou en fin d'année, on peut organiser aussi une réunion pour faire le point. C'est les réunions ordinaires. Maintenant, par rapport à certaines situations qui peuvent prévaloir, les chefs d'État peuvent réunir les parents d'élèves pour accompagner. En tout cas, les parents sont un acteur, un partenaire déterminant dans la réussite scolaire des enfants. À la fin de l'année, vous faites un point, un bilan de l'accompagnement que les parents ont pu apporter aussi bien aux écoles qu'à leurs enfants. Est-ce que vous faites une réunion bilan pour voir? Oui, la réunion bilan se fait au niveau micro. C'est ça. C'est-à-dire que dans chaque établissement, on fait une réunion bilan. Et je vais parler du COGEP, le comité de gestion des écoles primaires, et de COGERES, commission de gestion des ressources des établissements secondaires. Nous avons aussi les APE qui ont à leur tête le CPE, le comité des parents d'élèves, qui dirige l'association des parents que nous appelons APE. Donc, toutes ces associations, en fin d'année, les directeurs doivent faire des réunions, les chefs d'établissement, et leur rendre compte de ce qui est fait. Et aussi, ils ont leur mot à dire dans l'encadrement et dans les résultats. Et donc, nous essayons, dans la mesure du possible, de ne faire pas le truchement des inspecteurs et des chefs d'établissement. Maintenant, au niveau de la région, comme ils ont une association des parents d'élèves, quand nous faisons nos réunions bilan de fin d'année, nous nous réunissons et puis nous invitons le président qui vient aussi partager ce que nous avons comme difficulté avec nous. On n'a pas l'occasion d'avoir le directeur régional des Savanes, parce que c'est quand même 600 km de Lomé. On avait voulu voir comment ça fonctionne au niveau de la région des Savanes pour que la qualité de l'éducation soit au rendez-vous suivant les instructions de plus haute autorité de notre pays. Le sujet pour lequel nous sommes sur ce plateau, c'est la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Eh bien, avant que nous n'abordons véritablement ce sujet, l'une des questions vraiment que nous devons poser au directeur régional de l'éducation, quelles sont selon lui les normes d'une école de qualité qui peut prétendre produire des résultats excellents pour les élèves, que ce soit au préscolaire, au primaire ou au secondaire 1 ou 2?
il peut y avoir plusieurs normes. Moi, je mets d'abord en exergue les normes matérielles. Quand je parle de matériel, je veux parler de l'environnement de travail, je veux parler des salles de classe, je veux parler du mobilier. Donc, tous ces éléments pourront permettre à l'école d'être une école de qualité. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons aussi des normes organisationnelles. Nous avons à la tête des établissements, des chefs d'établissement, qui en principe sont des managers, qui doivent utiliser, mettre en mouvement et le contexte et les moyens qui sont mis à leur disposition pour produire des résultats. Et quand les résultats sont bons, on peut dire que l'école est de qualité. Nous avons aussi l'appui et l'accompagnement des parents. Alors, si nous avons des infrastructures de qualité, nous avons des enseignants de qualité qui organisent les apprentissages selon les normes prescrites, et il n'y a pas l'accompagnement des parents, nous pensons qu'on ne pourra pas réussir à avoir une école de qualité pour avoir des élèves excellents. C'est pourquoi nous pensons que toutes ces dimensions-là, les normes matérielles, organisationnelles et l'accompagnement des parents, ça peut permettre à une école, quel que soit le niveau, d'être une école de qualité et produire des élèves excellents. En conclusion, l'excellence, un acquis ou bien une conquête? L'excellence, de mon point de vue, n'est pas une conquête, c'est plutôt une quête permanente de tous les jours. C'est la chose qu'on recherche. L'excellence, c'est un objectif qu'on doit atteindre, et donc par rapport à cet objectif, on doit pouvoir définir les stratégies et mobiliser les moyens pour atteindre l'objectif. Donc l'excellence, c'est quelque chose qui est un peu loin, et chaque élève doit tendre vers là. Et donc il y a une série d'activités et de moyens qu'on doit mettre en mouvement pour pouvoir atteindre l'excellence. C'est pourquoi je dis que l'excellence, c'est une quête, ce n'est pas plutôt une conquête. Mais quand on est excellent, il faut faire un effort pour s'y maintenir. Et là, ça devient un acquis. Donc l'excellence, c'est une quête et ça devient un acquis. Si je vais dans un établissement et je veux voir quel élève, fille ou garçon, enfant handicapé ou non, de toute façon, un élève inscrit dans une école, que ce soit préscolaire, que ce soit primaire, à quoi je peux le reconnaître qu'il est un élève d'excellence? Les indicateurs, c'est par rapport au bulletin, c'est par rapport au cahier d'activité des élèves, c'est par rapport aux résultats qu'on peut dire que l'enfant est un enfant excellent. Si on veut s'en tenir strictement... Donc ça, c'est l'excellence par rapport... Si on veut s'en tenir strictement au travail de l'enfant. Dans les matières dans lesquelles voilà. l'enfant suit les cours et évalué. Voilà, et évalué à de très bonnes notes, de très bonnes performances. On peut dire que c'est un enfant de qualité, un enfant excellent. Mais nous sommes à l'école, ce n'est pas que l'instruction, c'est aussi l'éducation. Tout à fait. Donc l'école aussi agit sur le comportement. Donc le comportement, le vestiment. À travers des cours d'éducation civique et morale? À travers les cours d'éducation civique et morale, qui peut être fait de façon classique, c'est-à-dire à travers une discipline qu'on appelle ECM, à travers les autres disciplines qu'on peut appeler approche transversale, et ensuite à travers une approche occasionnelle. Nous avons des enseignants qui sont là dans la cour de l'école. Quand une situation se crée, l'enseignant doit profiter pour pouvoir faire véhiculer des notions de CL. Par exemple, des élèves qui se battent en récréation. On ne va pas attendre que ce soit à l'heure de l'ECM pour pouvoir faire acquérir les notions de non-violence aux enfants. L'enseignant doit saisir la situation, c'est pourquoi je parle d'approche occasionnelle. Doit saisir la situation en même temps au vol, au pif, pour pouvoir inculquer des notions de paix et de vivre ensemble aux enfants. Et cela doit être relayé par les parents à la maison? Bien sûr, bien sûr. Nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés, notamment l'UNICEF dans la région. Et les parents et les enseignants ont été formés sur la lutte contre les violences en milieu scolaire. On se dit qu'à l'école, on fait un effort pour former les enseignants, pour ne pas être violents. Mais à la maison, les enfants sont violentés par les parents. C'est pourquoi, dans le cadre de l'école amie des enfants, financée par UNICEF, nous avons formé les enseignants, nous avons formé les parents d'élèves pour qu'ils puissent ensemble aider à la lutte contre la violence en milieu scolaire et puis à la maison. Et donc, la parité aussi a été respectée là-bas. Quand le membre du COJEP, si le président, c'est un homme, il vient avec sa femme. Et si la trésorière, c'est une femme, elle vient avec son mari. Et pour que les deux puissent écouter le message. Et il y a une feuille de route qui a été élaborée pour qu'une fois de retour dans leur communauté
au moment des différentes réunions, ou bien ils sont en travail associatif, qu'ils puissent partager les notions qui ont été véhiculées au moment de la formation. Donc, c'est avec ça que nous pensons qu'on peut aller vers le vivre ensemble, voilà, par rapport à la situation que nous vivons dans la région. Et d'ailleurs, je crois que pour cette rentrée, le ministre met l'accent sur l'éducation à la non-violence. Voilà, la lutte contre l'extrémisme violent. Et il y a des notions, un manuel, un guide qui ont été élaborés pour mettre à la disposition des enseignants. On va créer des clubs de non-violence dans les établissements pour aider, je pense d'autres personnes viendront peut-être pour en parler, pour aider à éloigner les frontières de la violence de nos établissements scolaires. On prend par exemple les élèves par exemple, du secondaire 1 ou du secondaire 2. Est-ce que les deux conditions suffisent? Les performances dans les matières et les valeurs du vivre ensemble que l'enfant doit porter. Est-ce que c'est suffisant pour qu'on parle d'un élève excellent? Non, oui. L'autre condition, c'est que d'abord, c'est l'effort personnel. C'est-à-dire que moi, je mets l'accent sur le travail personnel et ensuite le travail de groupe. Quand vous êtes excellent, quand on va à l'école, le principe, c'est que tous les élèves doivent réussir. Aucun élève, en principe, ne doit échouer. Alors, si réussir à l'école et réussir sur son insertion professionnelle aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout le monde doit réussir. Et si tout le monde doit réussir, il faut plusieurs stratégies. Il faut d'abord un travail personnel, que les enfants puissent aimer d'abord l'école, se mettre au travail et qu'ils fassent un travail strictement personnel. Ensuite, il faut se mettre en groupe. Et la condition de travail en groupe peut aider tout le monde à réussir. Parce que dans la classe, si on fait le profilage, on va constater qu'il y a des enfants qui sont vraiment excellents, très bons, qui n'ont même pas besoin d'appui et ils ont déjà pris conscience. Ça veut dire qu'ils sont à une étape de réussite. Mais est-ce qu'ils doivent réussir seuls? Nous avons un groupe où on va trouver des élèves moyens. On va trouver un groupe où des élèves, on ne sait pas s'ils ont leur niveau là-bas. Mais on ne peut pas les faire retourner en classe inférieure. Alors l'enseignant doit développer des stratégies pour que tous ces groupes-là, que les enfants puissent évoluer. Ceux qui vraiment n'ont pas de niveau puissent évoluer dans le groupe des moyens et les moyens puissent atteindre l'excellence. Et comme ça, en fin d'année, tout le monde peut réussir. Donc, moi, je pense qu'on peut ajouter à ce que j'ai dit le travail des enfants. Voilà. Et la discipline. Parce que rien ne peut se faire dans l'indiscipline. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des élèves, vous voyez sur le plan travail, ils sont bons, mais ils sont indisciplinés. C'est-à-dire que l'indiscipline va aussi du côté de l'absentéisme. Il trie aussi des leçons. C'est-à-dire qu'il se dit que, bon, ECM là, il se dit que histojo, il se dit que anglais, c'est pas son affaire, que lui, il compte peut-être sur les maths et physique pour réussir. Et ce qui n'est pas bien. L'excellence, c'est être équilibré, être bon dans toutes les disciplines et maintenant sur le plan comportement. Voilà. Et cela facilite leur insertion sur le marché du travail. Oui, cela facilite leur insertion parce qu'une école excellente, c'est une école où tous les élèves réussissent. Si je veux parler de l'efficacité interne, c'est-à-dire qu'on minimise les échecs, tous les enfants réussissent. Si 100 rentrent au CP1, 6 ans après, on veut trouver les 100 au CM2, sans abandon. Sans abandon. Et maintenant, si tous réussissent, ils ont des diplômes, il faut qu'ils réussissent à s'insérer professionnellement. Et c'est ça. Là, je suis dans l'efficacité externe. Parce que l'école, la finalité de l'école, c'est donner des ressources aux apprenants pour qu'ils puissent se démerder dans la vie, pour qu'ils puissent s'insérer socialement. Et donc, si on a des diplômes et qu'on n'arrive pas à se prendre en charge, à s'insérer socialement, l'école aura un peu des limites. Voilà. Et c'est ce à quoi vous vous attelez au jour le jour dans votre travail quotidien. Oui, en tant que personnel d'encadrement, en tant que coach, je peux le dire comme ça, coach de tout le personnel d'encadrement, nous essayons de faire en sorte que et le personnel d'encadrement, et les enseignants, et les élèves, et les parents d'élèves, que nous tous, nous puissions nous mobiliser pour faire de l'école togolaise une école de réussite, une école d'excellence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le monde est devenu un village planétaire. Les enfants de la région des savanes, les enfants du Togo, nous voulons qu'ils soient des enfants compétitifs. C'est-à-dire s'il y a un concours sur le plan international, que l'enfant, quand il se présente au nom du pays, qu'il puisse réussir. Pour réussir, il faut qu'on lui donne les ressources. Et donc l'enfant va pouvoir s'en sortir. C'est ça l'école. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre que nous sommes au cœur de notre sujet, la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Alors, on va marquer juste une petite pause pour suivre
certains enseignants que nous avons interviewés, puisque c'est eux qui sont en contact direct avec les enfants, alors, selon eux, un élève d'excellence, à quoi on le reconnaît? C'est ce que nous allons suivre dans un instant. Les critères de l'identification de l'excellence chez un élève, premièrement, c'est un élève qui connaît ses objectifs. Il est assidu, il est régulier au cours et il est attentif à tout ce que l'enseignant donne. C'est un élève qui travaille dur et ne se décourage pas de ses erreurs, mais plutôt il apprend de ses erreurs. C'est un élève qui est humble, respectueux et souvent calme. Vous allez constater que c'est un élève qui aime aussi le travail de groupe. Il est courtois avec ses amis, il est patient parce qu'il sait que l'éducation, c'est avec la patience que tu peux acquérir quelque chose. Et c'est un élève qui est posé en classe. À la maison, vous allez constater qu'il a reçu l'éducation avant d'arriver à l'école. Et il est à l'heure, il traite correctement ses devoirs de maison. À des heures creuses, c'est un enfant qui reste dans un coin et il lit toujours. Au niveau des activités extrascolaires, c'est un enfant qui participe aussi. Il aime le loisir, c'est à l'aise parmi ses amis. Sa spécificité est qu'il aime le travail dur et un travail acharné. Au niveau des évaluations, vous allez voir que chaque temps, il est au-dessus. Si ce n'est pas 19, c'est 20, s'il le faut. Donc il est au-dessus de la mêlée. C'est pourquoi on dit l'excellence ou bien l'excellent élève. On est à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Quel est votre message à l'endroit des élèves pour les inviter véritablement à s'inscrire dans la logique de la continuité? Vu les résultats de l'année dernière, sincèrement, ça a marqué tout le monde. Et ça nous a marqué, nous, les parents. Et vous avez vu sur les chaînes que ça a marqué même les premières autorités. Nous allons tirer, n'est-ce pas, une leçon. Nous tous, on a vu qu'il y a le portable. L'enfant dit il fait des recherches. Quelles recherches? Ce que l'enseignant donne au moins, c'est à 80-90%. Leur objectif, c'est d'apprendre et réussir. Et je veux les exhorter au travail pour que l'année prochaine, on ait, si ce n'est pas 100%, au moins 99,99%. Quand un élève est excellent, vous l'avez effleuré tout à l'heure, on voit un peu quelques retombées, mais revenez un peu dans les détails pour voir les retombées pour l'école, pour les parents, pour l'institution scolaire et pour la société. Ok, bah, je crois que d'abord, quand un élève est excellent, pour l'école, la première retombée, c'est la renommée de l'école. Vous-même, vous voyez, à la veille de la rentrée, toutes les écoles, surtout les écoles privées, c'est elles qui font du bruit, font des communiqués en disant taux de 100%. Personne ne dit que j'avais 2 élèves, j'ai eu 100%. Ils ne disent pas que 100 élèves, les 100 ont réussi, mais ils disent 100%. Allez voir quelle est la qualité de ce 100%. Et donc, ça veut dire que tout le monde recherche la qualité. Tout le monde recherche l'excellence. Et donc ici, moi je pense que la première retombée, c'est la renommée de l'école. Et c'est ça que les fondateurs utilisent pour vendre leur école. Ensuite, l'État fait des efforts pour mettre des écoles à proximité, pour rapprocher l'école de l'apprenant. Vous allez voir que des parents vont enjamber des écoles, amener leurs enfants plus loin. Ça voudra dire qu'ils savent que dans cette école, il y a la rigueur, les enfants réussissent mieux, ils apprennent mieux. Donc, que ce soit une école privée ou une école confessionnelle ou une école publique, la renommée est très importante. Et donc, tous les directeurs qui vont passer, tous les chefs d'établissement aussi, ils seront fiers de ce qu'ils ont fait pour le système. Au niveau des parents, je crois que ça accroît la confiance des parents en l'école. Parce que si les parents sont confiants que l'école peut les aider à avoir des enfants excellents, peut les aider à pouvoir former leurs enfants, ils vont amener leurs enfants. Et donc, ça aide les élèves, les parents à avoir confiance en l'école. Au niveau de la société, je pense que c'est le développement. C'est-à-dire que la finalité de l'école, c'est de produire des ressources humaines qui vont transformer la société. Voilà, comme le dit la réforme de 1915. Voilà, qui vont transformer, agir sur le milieu pour le transformer. Et donc, ça veut dire que si nous avons des enfants excellents, ils vont agir facilement sur le milieu pour le transformer. Et c'est pour le bonheur de nous tous. Maintenant, pour le système, je crois que c'est la réussite sociale. Le système, c'est pourquoi quand on parle de l'évaluation du système, j'ai parlé de l'efficacité interne et de l'efficacité externe. Tout système éducatif, ce n'est pas pour former. Voilà. On instruit, on éduque, et on fait en sorte que ces gens puissent être des ressources valables. Et je pense que c'est à cela qu'on peut dire que la compétence ou bien l'excellence a produit quelque chose pour la société.
Fidèles téléspectateurs, vous comprenez à travers les réponses données par le directeur régional de l'éducation des Savanes que la culture de l'excellence, c'est ce qui doit être au centre des préoccupations aussi bien des élèves, des enseignants, des parents et de l'institution scolaire. Et c'est ce défi important qui doit être relevé pour que les résultats soient améliorés d'année en année. Et si un élève est excellent, monsieur le directeur, vous convenez avec moi que c'est un élève résilient là? Oui, a priori, c'est un élève résilient. Voilà, moi je dis que si un élève est excellent, un élève est performant, c'est un élève résilient. Ça veut dire que c'est un élève qui fait des efforts chaque jour pour pouvoir se maintenir à ce niveau. Ça veut dire que c'est un élève qui fait face aux obstacles et arrive à les surmonter pour être toujours excellent. Et voilà, justement, quels sont les obstacles aujourd'hui qui empêchent les élèves de maintenir le cap, de persévérer pour rester toujours dans la logique de la culture de l'excellence? Le premier obstacle, c'est d'abord l'absence de prise de conscience. Aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus petits. Vous voyez, ils ont le CPD 10 ans, 11 ans. Il y en a qui ont le BPC à 14 ans. Ils sont toujours dans l'adolescence. Pour eux, c'est l'amusement. Pour eux, l'école, c'est un jeu. Et qu'est-ce qu'il faut faire de la part des parents comme de la part des enseignants et de l'institution scolaire? Oui, c'est de renforcer l'encadrement, Okay. le suivi. J'ai parlé tantôt du suivi de la fréquentation. C'est ça. Un enfant qui va à l'école, si c'est le parent qui l'a inscrit, même si ce n'est pas lui l'enfant, parce que dans nos communautés, vous allez voir les enfants, ils ont vu leurs camarades à l'école, lui aussi il se lève et puis quelquefois il court, il va à l'école. Et c'est peut-être la tata ou bien l'enseignant qui va lui donner quelque chose. Et puis c'est fini, c'est comme ça que l'enfant s'inscrit. C'est quand il arrive au CM2, quelquefois que bon, par rapport à la naissance, les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose. Donc les parents doivent se soucier de ça, pour faire en sorte que les enfants puissent vraiment réussir dans ces conditions. Autre obstacle? Autre obstacle, il faut... Oui, donc autre obstacle, c'est l'indiscipline. 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 Voilà, donc les enfants de plus en plus dans les établissements scolaires, nonobstant l'existence du règlement intérieur qui a été élaboré dans des conditions de participation des élèves, on constate que ce règlement est foulé aux pieds et les enfants sont de plus en plus indisciplinés et ça pose problème. Donc pour être un enfant excellent, il faut que les enfants s'autodisciplinent et se disciplinent. Alors, quand le professeur n'est pas là, ou bien ils ont une heure libre, il va falloir que les élèves puissent eux-mêmes travailler, prendre conscience que c'est leur avenir qui est en jeu. Et donc, l'obstacle majeur ici aussi, donc, c'est l'indiscipline aux côtés de l'irrégularité. L'usage des réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous pensons que notre prochain thème d'actualité, nous pensons parler de l'utilisation responsable du téléphone par les élèves. C'est ça. Donc, il faut discipliner. Quand je parle de la discipline, là aussi, ça fait partie de l'utilisation des réseaux sociaux. Vous êtes en classe, tous les enfants aujourd'hui ont Android et ils sont dans TikTok. Voilà, ils veulent tourner en dérision tout ce que peut-être les gens font et ils sont accros au téléphone. C'est ça qui explique aussi la baisse du rendement et l'absence de qualité que nous recherchons. Le téléphone n'est pas utilisé au service de l'apprentissage. Voilà. Il est utilisé au service du divertissement et surtout on va dans la perdition. Voilà. Oui, de faire une exploitation pédagogique, éducative du portable. C'est ça. Oui. Et qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui la drogue qui a investi nos écoles, il y a l'addiction au sexe. Voilà. Et quels sont les antidotes que vous prévoyez? Sensibilisation? Le ministre nous a donné un outil efficace, c'est les conférences d'actualité. C'est ça. Donc c'est des thématiques que nous prévoyons, planifions pour la rentrée scolaire. Je me souviens que l'année passée avec vous, nous avons fait une tournée de sensibilisation dans le cadre des conférences d'actualité sur l'excellence en milieu scolaire et l'orientation. Donc après, nous avons aussi mené d'autres activités avec d'autres acteurs. Comment apprendre ces leçons et réussir. Voilà. Lire pour réussir et s'insérer socialement. Parce que dans la vie, tout est lecture. C'est ça. Mais la lecture, ce n'est pas seulement à haute voix. Vous n'allez pas voir, quand vous voyez quelqu'un en train de lire à haute voix, on dira que c'est un fou. Mais chaque jour, on lit. Quand on observe, on lit. Donc, parce qu'aujourd'hui, nos enfants aussi ne réussissent pas. Ils ne sont pas excellents parce qu'ils ne lisent pas. Fidèles téléspectateurs, eh bien, nous sommes toujours dans le thème la culture de l'excellence appliquée aux élèves et nous comprenons les enjeux, nous comprenons les défis qui attendent les acteurs de l'éducation, à commencer par le ministère, en passant par les enseignants, le personnel d'encadrement, les parents et les élèves, surtout les élèves.
Parce que s'ils ne sont pas attentifs à tout ce qu'on est en train de leur dire, d'abandonner telle pratique négative, tel comportement qui ne va pas dans leur intérêt, ils ont à écouter, voilà, et à appliquer simplement les défis selon vous pour continuer à maintenir le cap de la culture de l'excellence à la rentrée scolaire 2024-2025. Le premier défi, c'est qu'on puisse maintenir la discipline. C'est ça. De mon point de vue, dans l'établissement scolaire, il faut la discipline. Il faut respecter les horaires du travail. Il faut sensibiliser les élèves pour qu'ils prennent conscience que leur avenir se trouve dans l'école. Et si l'avenir se trouve dans l'école, c'est qu'ils doivent s'organiser à prendre. Donc, ils doivent prendre conscience que c'est l'école qui va leur ouvrir toutes les portes. Et par rapport à ça, ils vont se mettre au travail. Ça, c'est un défi majeur. L'autre défi, c'est l'accompagnement de l'État. En termes d'infrastructure, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour construire de bonnes salles de classe, c'est-à-dire pour améliorer l'environnement scolaire par rapport à la feuille de route du gouvernement, notamment le projet 9, qui veut augmenter les capacités d'accueil. Donc ça rentre dans les défis de l'éducation de qualité à résoudre. Et donc, l'autre défi, c'est aussi l'encadrement. L'encadrement, que le corps d'encadrement puisse renforcer la supervision pédagogique. Parce que quoi qu'on dise, si l'État met à disposition des enseignants qui sont rationnellement répartis et que le corps d'encadrement ne va pas à la rencontre de ces enseignants pour voir dans le détail quelles sont leurs difficultés, pour voir quels remèdes faut-il apporter, on aura prêché dans le désert. Et donc l'autre défi aussi, c'est le renforcement de l'encadrement. Et un autre défi, c'est aussi l'accompagnement des parents. Parce qu'on ne peut pas réussir sans l'accompagnement des parents. Et je pense que si tout ça là est mis ensemble et les chefs d'établissement deviennent des managers qui arrivent avec le peu de ressources qu'ils ont et la volonté qu'ils mettent en avant pour produire de bons résultats, organiser des évaluations en temps réel et demander aux enseignants de faire des comptes rendus et prévoir des remédiations pour optimiser les résultats, on ne pourra pas réussir. Voilà, moi je pense que c'est ça les défis. Nous allons adresser à partir de la rentrée prochaine. Fidèles téléspectateurs, le directeur régional de l'éducation l'a dit, les défis sont à plusieurs niveaux et plusieurs acteurs qui encadrent, qui accompagnent les enfants sont interpellés. En tout cas, au niveau de la télévision togolaise, à travers le débat d'éducation, nous sommes en train de jouer notre partition et nous allons continuer ce travail jusqu'à ce que la rentrée soit effective. Il a parlé des parents d'élèves et d'autres partenaires. Nous allons les écouter. Voilà, l'Union togolaise des associations des parents d'élèves UTAP. Voilà, le président va s'exprimer sur ce qu'il compte faire au cours de l'année scolaire 2024-2025 pour jouer leur partition afin que les élèves qui sont inscrits dans les écoles, quel que soit le niveau, puissent exceller vraiment dans les matières, être porteurs des valeurs positives et cela va faciliter leur insertion professionnelle. On va suivre la représentante par intérim de Plan International Togo pour donner un message très fort à l'endroit, surtout des élèves, filles comme garçons, à l'occasion de cette rentrée scolaire. Nous parlons de la rentrée scolaire et ça fait référence à l'éducation et l'éducation reste un droit fondamental pour les enfants. D'ailleurs, Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Donc revenant à la question de la rentrée scolaire, nous nous réjouissons vraiment que ça puisse démarrer d'une manière que le droit à l'éducation puisse vraiment prendre corps au cours de cette année. Et notre message va d'abord à l'endroit des élèves, des apprenants, et nous les invitons à prendre vraiment au sérieux les études. Il est souvent dit que les premiers pas, les petits pas qui mènent au grand succès commencent aujourd'hui. Et donc l'invitation, c'est que les élèves puissent vraiment prendre au sérieux leurs études dès le premier jour de la rentrée. Nous voudrions les inviter, au-delà des études, d'adopter aussi des comportements qui rendent l'environnement scolaire favorable à l'apprentissage, mais favorable également à l'inclusion.
qu'il y ait de la place pour les filles, de la place pour les personnes handicapées et toute autre personne vivant une certaine vulnérabilité. Nous avons le même message à l'endroit des enseignants et de tout le corps d'encadrement, c'est de contribuer vraiment à mettre en place cet environnement protecteur pour les enfants, particulièrement pour les filles et les personnes vulnérables, afin que l'éducation puisse être plus facile, que l'apprentissage puisse être plus facile pour les enfants. Et notre message va aussi à l'endroit des parents. Nous avons l'obligation d'assurer l'éducation pour nos enfants et donc il s'agit dans un premier temps d'assurer les besoins fondamentaux des enfants, mais également de faire le suivi des enfants en collaboration avec le corps enseignant. Et lorsque tous ces acteurs vraiment arrivent à jouer leur rôle, nous sommes rassurés que nous pouvons avoir une année scolaire réussie et où tous les enfants trouvent leur place dans l'éducation au Togo. Au niveau de plan international, nous travaillons sur l'accès à l'éducation, mais une éducation de qualité et une éducation inclusive. Et donc, nous avons des programmes dans ce sens-là. Et au-delà de la qualité de l'éducation, nous travaillons sur les questions de santé sexuelle et reproductive, parce que lorsqu'on considère les filles, plusieurs filles n'arrivent pas à achever le cursus scolaire en raison des grossesses précoces, en raison de tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est violence de genre. Et donc, nous avons des programmes qui luttent contre les violences de genre en milieu scolaire ou en communauté. Et donc, je parlais déjà des projets de santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons également sur la petite enfance. Parce que l'éducation, il faut que ça commence très tôt. Il faut commencer par stimuler vraiment les capacités des enfants à bas âge. Et donc, nous avons des programmes de développement de la petite enfance. Et globalement, nous travaillons sur tous nos projets sur la question de protection. Et tous ces projets, en fait, contribuent à l'éducation des enfants, que ce soit dans le milieu scolaire, le milieu général, que dans le milieu professionnel. Le plan international a un plan stratégique de 2024 à 2028. Donc, nous sommes dans notre deuxième année fiscale de mise en œuvre de ce plan stratégique. Et l'un des axes de ce plan stratégique, c'est la question de l'éducation de qualité et inclusive. Et comme je le disais, cela prend en compte l'éducation, l'accès à l'éducation. Ça prend en compte aussi la formation professionnelle pour donner des opportunités à tous les enfants. Nous souhaitons une année scolaire réussie à tous les enfants, sans distinction, et particulièrement aux filles en situation de conflit. Une bonne année scolaire également au corps d'encadrement. Et nous voulons réaffirmer l'engagement du plan international à accompagner le gouvernement, les communautés et particulièrement les enfants et les filles tout au long de cette année en matière d'éducation. Et notre souhait est d'avoir une année avec 0 grossesse précoce en milieu scolaire, une année sans violence en milieu scolaire, et où tous les enfants sont épanouis à l'école. Monsieur le directeur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien qui a porté sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves. Nous avons appris beaucoup de choses de vous, de ce qui est en train de se faire par le ministère, les défis qui attendent de toute façon tous les acteurs qui doivent s'impliquer véritablement pour que nos élèves soient des élèves excellents et soient compétitifs aussi bien au plan national qu'international. On est à la fin de l'émission. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Eh bien, votre mot de conclusion. Bon, je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités du système éducatif, notamment notre ministre de tutelle, pour tout ce qu'elles font pour la qualité, l'efficience et l'excellence en milieu scolaire. Je voudrais aussi remercier les partenaires et les premiers acteurs que sont les élèves et les enseignants pour tout ce qu'ils ont fait durant l'année scolaire 2023-2024. Nous sommes à la veille de la rentrée, donc je voudrais souhaiter à chacun et à chacune une bonne rentrée scolaire et que chacun comprenne que l'excellence c'est au bout de l'effort. Et donc, dire aux élèves que la réussite de l'année scolaire, c'est le premier jour de la rentrée. Si les élèves veulent être excellents, ils doivent d'abord mettre l'accent sur le travail individuel et collectif et ensuite se dire que l'effort doit être permanent.
C'est pourquoi je dis que l'excellence, c'est une quête permanente. L'effort doit être permanent et au bout, ils pourront être excellents. Et je voudrais remercier les collègues enseignants pour tout ce qu'ils font et dire que nous sommes à leur côté. L'État est à notre côté pour nous appuyer, pour que nous puissions avoir une rentrée scolaire apaisée et bien réussie. Je vous remercie. Fidèles téléspectateurs, nous tenons à dire un sincère merci au directeur régional de l'éducation des Savanes qui a parcouru 606 km pour venir participer à cette émission avec l'autorisation de M. le ministre de l'enseignement primaire secondaire. Nous espérons que tout ce qu'il a dit sera pris en compte par les élèves, particulièrement, surtout l'aspect concernant les obstacles à la culture de l'excellence. Voilà. Il faut que nos élèves comprennent qu'ils doivent faire une bonne exploitation des médias, surtout du téléphone portable, pour une exploitation pédagogique et se mettre au travail, rien qu'au travail, en laissant de côté tout ce qu'il y a comme addiction à l'alcool, tout ce qu'il y a comme addiction aux drogues, aux stupéfiants, afin que véritablement qu'ils prêtent une oreille attentive aux conseils des parents, aux conseils des enseignants et de tous ceux qui peuvent les accompagner à bien réussir cette année. Donc, nous disons merci à M. le directeur régional de l'éducation. Mais ne quittez pas, on va ouvrir tout à l'heure la rubrique Agenda Éducation. Dans la rubrique Agenda Éducation, le thème que nous avons abordé aujourd'hui sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves, c'est avec le directeur régional de l'éducation, voilà notre invité. On va aborder le même thème avec l'enseignement technique. Vous savez qu'à la faveur donc, de ce nouveau gouvernement, l'enseignement technique est devenu un ministère plein. Nous allons recevoir une des représentants de l'enseignement technique pour nous dire comment la culture de l'excellence se reflète dans la vie des élèves de l'enseignement technique. Voilà, et la série d'émissions spéciales sur la rentrée scolaire se poursuit avec mes collègues, santé, ciné, ado, tel que vous l'avez vu dans la bande-annonce au début de cette émission. C'est sur ces mots que moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Soyez toujours branchés. Vraiment, c'est beaucoup d'émissions qui sont initiées par la direction de la télévision togolaise que nous, au niveau de la division de la production, nous essayons de mettre en œuvre pour le bien du système éducatif. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.